Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder le dernier point qui concerne le chapitre sur la connaissance des aéronefs. Donc ce point, c'est le groupe les groupes motopropulseurs. Donc si vous regardez, voici un extrait donc, du programme du BIA. Voilà grossièrement les moteurs, les hélices, etc. Donc pas mal de choses à voir. Donc comme d'habitude, vous devez avoir votre cours, vous le complétez au fur et à mesure que se déroule cette vidéo. Alors sans plus attendre, commençons et on va commencer tout de suite par donner une idée un petit peu générale des moyens de propulsion. Donc qu'est-ce qu'on appelle un propulseur? En fait, il y a plusieurs types d'énergie possibles. L'énergie électrique. L'énergie électrique, ça reste encore un domaine à améliorer, hein, donc à explorer. Pour l'instant, on peut dire que c'est quand même encore anecdotique. Donc, ces moteurs électriques vont fournir l'énergie mécanique nécessaire à l'aéronef pour qu'il puisse avancer. Cette énergie électrique est stockée dans les batteries et cette énergie électrique, elle est aussi générée par les cellules photovoltaïques qui se situent la plupart du temps sur l'extrado des ailes. Alors sinon, on a vu dans l'extrait du BIA, du programme du BIA, qu'il y avait les moteurs à piston. On verra un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Les moteurs fusées, autrement dit, tout ce qui concerne les lanceurs. Et les turbomachines, que l'on peut séparer en deux types. Premier type, c'est les turbopropulseurs, donc avec une hélice, et les turboréacteurs. Alors, on devrait parler plutôt de groupe motopropulseur. Groupe motopropulseur, c'est donc un ensemble un petit peu plus complet, à savoir que il y a, par exemple, dans le cas des moteurs à piston, le moteur proprement dit, qui distribue son énergie au réducteur. Le réducteur étant un organe qui adapte l'énergie fournie par le moteur au récepteur et en l'occurrence ici l'hélice. Si on regarde ce petit schéma, donc on voit, on devine le moteur, c'est noté ici, évidemment le capot qui va donc protéger l'ensemble, le réducteur et l'hélice. Alors en parlant justement d'hélice, ça sera le premier sujet d'étude. Qu'est-ce que c'est qu'une hélice? Donc, une hélice, c'est un organe qui est important, hein, évidemment. Donc, cet organe, il a pour rôle d'assurer la traction de l'avion. Cette hélice, elle est constituée donc d'un moyeu. Ce moyeu, il est guidé en rotation sur la structure. Et ce moyeu est en général, notamment, on le voit bien dans ces deux cas, hein, protégé par un carénage. Une pièce en forme conique qui s'appelle la casserole. Sur le moyeu vient se fixer des pales et donc l'ensemble s'appelle l'hélice. Vous voyez que ces pales, eh bien, il peut y en avoir 2, comme c'est le cas ici, ou 4, ou voire même éventuellement plus, bien sûr. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, je redécouvre à nouveau le moyeu avec l'axe de rotation, et puis une pale qui est attachée. Là, celle-ci, elle a été coupée pour qu'on puisse voir le profil. Et une des premières choses qui saute aux yeux, c'est justement ce profil, parce que finalement, ce profil, il ressemble étrangement à celui d'une aile. Et en fait, c'est exactement le profil d'une aile. Donc, comme cette pale va tourner dans ce sens-là, ce bord sera appelé le bord d'attaque et celui-ci le bord de fuite. Et ce qui relie le bord d'attaque et le bord de fuite, c'est la corde. Alors, cette corde, eh bien, elle est repérée par un angle qu'on appelle l'angle de calage. Cet angle de calage, eh bien, c'est un angle qui repère la corde par rapport au plan de rotation
le plan de rotation est un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors quand on regarde cette hélice, on a l'impression que les pales et le moyeu sont réalisés dans la même pièce, dans le même bloc, ce qui peut effectivement être le cas, mais dans la plupart des cas, le moyeu est fait séparément et les pales, elles viennent donc s'ajuster et se fixer sur le moyeu lui-même. Donc sur cette photo, vous allez retrouver la casserole et d'autres éléments importants pour pouvoir fixer l'ensemble. Alors, qui veut dire que il va falloir, quand on va vouloir assembler cette hélice, eh bien, il va falloir mettre en place les pales, les mettre en place correctement, de telle sorte que justement, cet angle de calage soit évidemment le même sur chacune de ces pales. Si on regarde cette image donc sur la droite, on retrouve évidemment plus ou moins ce qui est noté ici, mais il y a quelque chose aussi qui est assez important à noter, c'est que en fonction de la distance depuis l'axe de l'hélice, il y a ce profil, eh bien, il est décalé par rapport au plan de rotation d'un angle qui est différent. Alors, globalement, pourquoi est-ce que c'est comme ça? En fait, c'est une histoire d'incidence. En fait, l'incidence d'une pale, c'est l'angle entre la vitesse résultante, c'est-à-dire la vitesse qui résulte de la vitesse tangentielle d'un point de la pale et de la vitesse d'avancement de l'avion. Si on fait la somme de ces deux vitesses, on va retrouver la vitesse donc résultante et la corde. Donc on s'aperçoit que lorsque l'on se déplace le long de cette pale, eh bien l'angle d'incidence va augmenter. Et on sait très bien que lorsque l'angle d'incidence augmente, il y a des risques de décrochage. Alors, pour résoudre ce problème, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On vrille ces pales, et ce qui fait que l'angle de calage, eh bien, il est différent le long de la pale. Voilà, donc voilà pourquoi cet angle de calage va être différent en fonction de ce rayon en définitive. Cela dit, ça pose un problème, et ça pose un problème dans ce cas-là, parce que finalement, eh bien, quand on va vouloir monter les pales sur le moyeu, il va falloir faire en sorte que l'angle de calage soit exactement le même sur les trois pales. Alors, il va falloir définir une position pour repérer l'angle de calage, et puis ensuite définir un angle de calage. Alors, cet angle, il est évidemment donné par le constructeur. Le constructeur, il suggère, voire il impose un angle de calage. Et lorsque l'on place cette hélice suivant l'angle de calage, ensuite on procède à des essais en vol. Et puis, suivant les résultats, suivant les sensations qu'on a, eh bien, on peut légèrement modifier l'angle de calage tel qu'il était préconisé par le constructeur. En tous les cas, ici, pour réaliser ce calage, eh bien, on va situer le profil à une distance de 70% du rayon maxi. Voilà le rayon maxi. On prend 70% à peu près, et là, on va avoir donc la position du profil qui va nous permettre de régler cet angle de calage. Concernant les matériaux, il y a bien sûr plusieurs matériaux possibles. Le bois, mais ce qui est maintenant largement utilisé, ce sont les hélices et les pales en composite. Le composite étant un matériau, un bimatériau en quelque sorte, donc composé d'une matrice et d'un renfort. La matrice en général, c'est de l'époxy. Les renforts, c'est dans ce cas-là, et la plupart du temps,
de la fibre de carbone qui va lui donner à la fois sa résistance, mais aussi sa légèreté. Parlons maintenant on entend souvent parler du pas de l'hélice. Le pas, qu'est-ce que c'est en fait, suivant la définition, hein? C'est la distance parcourue par l'hélice le long de son axe de rotation en un tour. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut visualiser ceci? Prenons par exemple une vis. Une vis, c'est cette partie filetée. Un écrou, c'est cette partie-là. Si je tourne l'écrou d'un tour, eh bien la distance qui a été parcourue, c'est celle d'un pas. Donc pour une hélice, ça sera à peu près la même chose. Concrètement, quand on parle du pas de l'hélice, en fait, de quoi est-ce qu'on parle? On parle justement de cet angle de calage. C'est évidemment la même chose. Ce pas ou cet angle de calage peut être fixe ou variable. Alors dans le cas justement de l'hélice dont on a parlé il y a quelques instants, eh bien, on réglait donc pour chaque pale un angle de calage et ensuite les pales, elles étaient fixées sur le moyeu et elles étaient fixées donc définitivement. Par contre, il existe donc des hélices où le pas peut être ajusté en fonction de la configuration du vol, en fonction des phases de vol. Les avantages d'une hélice fixe, c'est qu'elle est moins chère à l'achat, c'est évident, hein, c'est moins compliqué, plus simple à utiliser. Plus simple à utiliser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une hélice à pas variable, eh bien, ça nécessite toute une infrastructure, toute une mécanique derrière et qui va évidemment compliquer l'ensemble. Et on sait très bien que plus il y a de choses compliquées, eh bien, plus les risques de panne sont grands. Les inconvénients, eh bien, c'est que dans certaines configurations de vol, dans certaines phases de vol, le rendement ne sera évidemment pas le top. Donc en clair, ce qu'on peut dire, c'est qu'une hélice fixe, c'est quelque chose qui va être un bon compromis. Mais c'est loin d'être parfait dans quasiment toutes les phases, hein. Mais bon, c'est un compromis qui est jugé acceptable. Une hélice à pas variable, au niveau des avantages, c'est que justement, on va avoir donc des rendements qui seront optimisés pour chaque phase de vol. Évidemment, les inconvénients, ce sont ceux que j'ai abordés il y a quelques secondes, c'est que bien sûr la mécanique sera nettement plus compliquée avec tous les risques que cela suppose. Alors, quelque chose qu'il faut retenir, parce qu'il y a souvent des questions justement au BIA qui font référence à ceci. Donc, quand on parle du pas, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt l'angle de calage, ce qui revient exactement au même. Donc, pour une hélice à pas variable, eh bien, on aura le choix donc, entre régler un petit angle de calage ou un grand, hein. Le petit pas ou le petit angle sera utilisé pour le décollage et l'atterrissage lorsque la demande de puissance est importante. Par contre, en vol de croisière, à ce moment-là, pour économiser du carburant, on aura plutôt intérêt à régler l'ensemble sur un grand angle de calage. Un point qu'on peut aborder, parce qu'effectivement, ça fait partie des choses dont il faut avoir connaissance pour le BIA, c'est ce qu'on appelle l'effet gyroscopique. Alors l'effet gyroscopique, de quoi est-ce qu'il s'agit? Un gyroscope, en clair, c'est quelque chose qui tourne très rapidement autour d'un axe. Et ce gyroscope, il a la capacité, la faculté de retrouver sa position initiale lorsqu'il subit une petite perturbation. Donc, par exemple, prenons l'exemple classique d'une toupie. Si j'exerce un tout petit effort sur la partie haute de la toupie, celle-ci va avoir tendance, dans un premier temps, à être déstabilisée, puis en définitive, au bout d'un certain temps, elle va retrouver sa position d'équilibre. Par contre, si la perturbation
elle dure, à ce moment-là, il va y avoir création d'un basculement, et ce basculement, il aura lieu dans un plan qui sera perpendiculaire au plan formé de la direction de la force et de l'axe de rotation. Celui-ci donc sera perpendiculaire. Ce plan-là s'appellera le plan de précession. Alors, évidemment, ça peut avoir des conséquences lorsqu'on est en avion. On va le voir d'ici quelques instants. Voilà, donc une figure à nouveau qui montre que finalement cette force, elle est, comment dire, elle est exercée dans ce plan-là, et ce plan contenant également l'axe de rotation, et il va y avoir basculement de l'ensemble. Vous voyez, c'est la position, c'est la direction de cette flèche, c'est-à-dire qu'en fait, cet ensemble-là va avoir tendance à tourner autour d'un axe qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors, si vous voulez mettre en application, vérifier ce couple, l'existence de ce couple gyroscopique, petite expérience très simple, vous démontez la roue de votre vélo favori, vous la faites tourner très vite, et puis vous exercez donc sur cet axe un effort, donc vous perturbez le mouvement, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette roue, elle va se mettre à tourner, à basculer, à faire une petite embardée dans un plan qui est perpendiculaire au plan formé par la force et l'axe de rotation. C'est d'ailleurs ce principe-là qui est utilisé aussi lorsqu'on est en moto, par exemple, hein, voire même en vélo, donc à très grande vitesse. Eh bien, si je veux tourner à droite, par exemple, eh bien, je vais appuyer sur la poignée pousser plutôt sur la poignée de gauche, et eh bien, il va y avoir un effet de basculement de la roue et donc de la moto ou du vélo. Plus concrètement, pour revenir à nos aéronefs, eh bien, par exemple, hein, lorsqu'on est au décollage, lorsque l'hélice tourne très vite, donc il va y avoir création de cet effet gyroscopique, et notamment quand je vais créer une perturbation. Cette perturbation, ça sera une action à cabrer pour pouvoir m'élever en l'air. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'avion, il va faire une embardée vers la droite. Pourquoi? Parce que la vitesse de l'avion lui-même étant relativement faible, les gouvernes de direction ne sont pas particulièrement efficaces, et donc il va falloir que l'on exerce un effort pour retrouver cette position d'équilibre sur les palonniers, de telle sorte à garder le cap que l'on s'était fixé au départ. Voilà pour ce couple ou cet effet gyroscopique. Maintenant, parlons des moteurs à piston. Avant d'aborder le principe de fonctionnement des moteurs à piston, un petit mot sur les différentes architectures possibles. Donc on va retrouver par exemple une disposition des cylindres en ligne. Donc ces cylindres, ce sont ces parties là, ici noires. Il y en a 6, ils sont bien en ligne. Vous voyez que si on essaye de voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est un petit peu ce qui se passe là-dedans. C'est-à-dire il y a toute une mécanique dedans qui s'agite. Hein. Vous voyez par exemple cette pièce bleue, hein, le vilebrequin, hein, c'est un arbre qui est tout tordu et qui va donc qui est l'organe récepteur hein, du coup hein, de ce moteur à combustion interne, puisque finalement à l'intérieur de ces chambres là qui sont en bleu, enfin qui passent en différentes couleurs suivant les différents temps, les différentes phases, ce gaz va exploser, pousser le piston. Le piston, par l'intermédiaire de la bielle, va permettre la rotation du vilebrequin. Alors, ces moteurs en ligne, c'est
globalement, la configuration classique de la plupart des moteurs, 3, 4, 5 cylindres, notamment des SUV américains, de différentes voitures, style BMW, etc. Et puis aussi, en l'occurrence, une jolie petite coupe, vue en coupe d'un moteur, où on retrouve bien sûr tous les organes dont j'ai parlé, voire plus. Et puis, donc, j'ai parlé donc des moteurs de voiture, mais aussi de moto. Vous voyez que, par exemple, ici, on voit, ou on devine, tout du moins, les cylindres donc en ligne. Alors, pendant que je suis sur cette coupe, que je trouve vraiment magnifique, vous voyez, vous allez avoir donc les pistons, et voilà, hop, les bielles, cette partie-là, et le vilebrequin, c'est cet arbre. Et vous voyez qu'ici, il y a tout un tas de petites pièces également. On en parlera tout à l'heure. Ce sont ce qu'on appelle des soupapes. D'accord ? Et ces soupapes, eh bien, elles vont se déplacer en translation, c'est-à-dire qu'elles vont faire des déplacements rectilignes de haut en bas, et on verra tout à l'heure pourquoi. Autre architecture possible, le moteur en V, qui a été aussi très utilisé, par exemple, à la fin des années 30, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est justement ces moteurs Rolls-Royce qui équipaient les avions anglais, la fameuse Royal Air Force. Et donc, c'était un peu le fleuron de la Royal Air Force. Voilà, donc une photo d'un moteur comme ceci. Vous voyez les cylindres qui sont alignés ici. Et puis, donc, sur cette partie-là, vous avez aussi un autre alignement de cylindres. Et ces deux alignements sont en V. Une autre architecture possible, un moteur à plat. À plat, pourquoi? Parce que vous voyez, les pistons vont se déplacer sur un plan horizontal dans ce cas-là, mais en opposition, parce que vous voyez que ce piston-là, eh bien, quand il va se déplacer sur la gauche, l'autre va se déplacer sur la droite. Alors, donc, vous voyez les différentes photos, différentes images de ces moteurs à plat en opposition. Voilà, donc, par exemple, un moteur donc quadricylindre, 4 cylindres, ici, à plat, et en opposition. Le moteur en étoile. Un moteur en étoile, comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne un peu sur ce principe-là. On ne va pas trop rentrer dans les détails, simplement voir un peu les différentes architectures possibles. Et simplement, pour la petite histoire, eh bien, lorsque le Français Louis Blériot donc, a traversé pour la première fois la Manche, je crois que ça a été en 1909, eh bien, ça a été un vol qui était relativement risqué parce qu'à ce moment-là, il utilisait un moteur qu'on appelait le moteur Anzani à 3 cylindres en étoile. Je ne sais pas si vous voyez ici, 3 cylindres, donc en étoile. Et la puissance était relativement faible. Et a priori, enfin, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est que ce moteur n'était pas d'une fiabilité terrible. Donc voilà, c'était quand même un vol relativement risqué. Mais vous voyez, en l'occurrence, c'est un bon exemple d'un moteur plus ou moins en étoile. Voilà pour l'architecture de ces moteurs à piston. Parlons des différents organes que l'on trouve à l'intérieur d'un moteur à piston. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des soupapes. Ces soupapes, en fait, elles vont ouvrir ou fermer des orifices. Eh bien, les ouvrir, par exemple, eh bien, ça sera pour faire rentrer du gaz frais. Le principe étant le suivant, c'est qu'on combine une quantité d'oxygène, autrement dit de l'air,
et de carburant. Donc on fait un espèce de mélange comme ceci. Ce mélange est ensuite injecté à l'intérieur d'une chambre de combustion et lorsque le piston remonte, il comprime ce gaz et à partir du moment où il est comprimé, eh bien, il va y avoir une bougie d'allumage qui va faire une petite étincelle et donc qui va faire exploser ce gaz. Cette explosion fera donc redescendre le cylindre et donc faire tourner le vilebrequin par l'intermédiaire des bielles. Alors, ces soupapes, lorsqu'elles s'ouvrent, elles font soit rentrer du gaz frais, soit elles font s'échapper les gaz qui ont été brûlés. Et ensuite, lorsqu'elles se déplacent dans l'autre sens, elles vont fermer ces orifices, ce qui fait que, bien sûr, la chambre de combustion sera plus ou moins étanche et donc il y aura vraiment une compression à l'intérieur qui va se produire. Donc ici, on a dans ce schéma, ce sont là les soupapes d'échappement. Comment est-ce qu'elles font pour s'ouvrir ou se fermer? Eh bien, c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un arbre à cames. Cet arbre à cames, eh bien, c'est cette pièce-là. Et les cames, ce sont ces petites pièces excentriques qu'on voit ici et qui sont en contact avec la tête de soupape. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, comme ces pièces sont excentriques, quand cette partie de la soupape va arriver, va toucher cette zone-là qui aura tourné, eh bien la soupape, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la came ou l'arbre à cames tourne, eh bien il va retrouver un rayon de la came minimale et donc à ce moment-là, la soupape va remonter par l'intermédiaire de ressorts de rappel. Un embrayage, un boîtier d'engrenage, autrement dit, c'est un peu grosso modo comme un réducteur, un volant moteur, c'est une grosse pièce métallique qui va emmagasiner de l'énergie cinétique et puis qui va la restituer pour réguler ou régulariser le mouvement de rotation. Ici, cet arbre, on en a parlé, c'est ce qu'on appelle le vilebrequin. Cette partie-là, c'est la bielle qui relie le vilebrequin au piston. Et on va retrouver ici d'autres types de soupapes. Tout à l'heure, on a parlé de soupapes d'échappement. Cette fois, ça sera des soupapes d'admission, c'est-à-dire qui vont admettre, lorsqu'elles seront ouvertes, eh bien, les gaz frais, donc elles vont admettre le gaz frais à l'intérieur donc de la chambre de combustion. Évidemment, ces soupapes, eh bien, elles sont mises en translation par l'intermédiaire de cet arbre à cames d'admission. Les termes en anglais sont les suivants. Donc, bougie d'allumage, on dit spark plug. Arbre à cames, exhaust camshaft, exhaust valve, clutch pour l'embrayage, gearbox, flywheel, crankshaft, connecting rod, piston, intake valve and intake camshaft. Voilà pour ces cette configuration, la configuration en clair d'un moteur typique à combustion interne. Alors comment ça marche? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. Donc, globalement, voilà, vous avez un espèce de schéma qui vous montre plus ou moins donc le fonctionnement de l'ensemble. Alors, si on regarde cette petite animation, on constate, attention, ça va très vite, 1, 2, 3, 4 temps. Et on parle de temps. Donc là, dans ces conditions, puisqu'il y a 4 temps, on va appeler ce moteur à 4 temps, par opposition à un autre moteur qui est le moteur à 2 temps. On va voir justement les deux très rapidement. Comme d'habitude, on fait relativement vite. Après, c'est à vous à revenir ou à faire les recherches que vous jugez utiles pour approfondir ces connaissances. Alors, on revient sur le groupe motopropulseur.
donc à nouveau le moteur dont on vient de dont on vient de parler, un moteur thermique. Vous voyez d'ailleurs en l'occurrence ici sur ce moteur, il s'agit bien d'un quadricylindre. Il y a 2 cylindres de ce côté. Évidemment, il y a, c'est même sûr, 2 cylindres donc de l'autre côté, donc moteur à plat en opposition. Un réducteur qui est situé ici. Et là, vous avez l'hélice, et donc cette hélice, elle va se fixer ici. Alors, globalement, ce réducteur, à quoi sert-il? Bon, un moteur thermique, par exemple, à pleine puissance, je vais dire, le vilebrequin va tourner à plein régime, disons à 5500 tours, 5800, chose comme ça. Ben, l'hélice, elle ne peut pas aller aussi vite, il faut donc adapter cette fréquence de rotation. Sinon, en bout de pale, comme on le verra un petit peu plus tard, en bout de pale, on peut atteindre des vitesses supersoniques. Et ça génère du bruit, et puis ça peut entraîner des problèmes sur la mécanique. Donc l'hélice, globalement, elle tourne autour de 2400, 2800, 3000 tours minute. Donc en fait, le réducteur, il est là justement pour adapter l'énergie mécanique à l'énergie mécanique du récepteur. Donc, voilà l'hélice. Alors, un moteur à 4 temps. Tout à l'heure, on a vu un petit peu tous ces temps, enfin, on les a aperçus tout du moins. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle l'admission. Donc, on admet un mélange qui s'appelle air carburant. Ce mélange donc arrive par l'intermédiaire de la soupape. Vous voyez ici, cette soupape, elle est ouverte. Donc, hop, il va y avoir du gaz qui va pouvoir rentrer. Ce gaz va pouvoir rentrer non seulement parce que cette soupape d'admission est ouverte, et donc l'autre est fermée, bien sûr, parce que le piston il descend, donc il va y avoir un effet d'aspiration. Et donc le gaz va pouvoir remplir cette chambre-là. Ensuite, la deuxième, donc évidemment, la présence d'un turbocompresseur va permettre d'accroître le volume d'air dans l'admission, et donc on aura un rendement qui sera bien meilleur. Le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle la compression. Vous voyez qu'ici, les deux soupapes sont fermées. Le piston remonte, vous voyez, donc par cet intermédiaire, par l'intermédiaire de ces deux organes. Et donc, si le piston remonte, eh bien, il va comprimer ce volume de gaz. Une fois qu'il est bien comprimé, c'est à ce moment-là que la bougie produit son étincelle, et l'étincelle, elle a pour conséquence de repousser le piston vers le bas, et donc cette chambre de combustion va se détendre, il va y avoir une détente à l'intérieur de cette chambre. Et enfin, l'échappement, vous voyez que cette fois, le piston va remonte. Cette soupape, la soupape d'échappement est ouverte, et donc puisqu'il remonte, il va pousser les gaz vers la sortie, alors que bien sûr la soupape d'admission, elle, est fermée. Vous voyez bien qu'il s'agit de 4 temps. Comment on retrouve un petit peu ces temps ici, sur cette animation. Le deuxième, voilà, compression, explosion détente. Voilà, le piston est poussé vers le bas, et après, quand il remonte, la soupape d'échappement s'ouvre et les gaz repartent. Ici, vous voyez, le schéma est à l'envers par rapport à ça. La soupape d'échappement est vers la droite ici, alors que là, la soupape d'échappement, elle est vers la gauche. OK ? Passons à la suite. Le moteur à 2 temps. Moteur à 2 temps, bon, alors ça veut dire que ça, le cycle, finalement, va se faire beaucoup plus rapidement.
Quelque chose également qu'il faut noter, tiens, tout à l'heure, on parlait de soupape, soupape d'admission, soupape d'échappement, arbre à came, d'admission, d'échappement, plus rien là, il n'y a plus rien. Donc en fait, ce moteur-là, il est beaucoup plus simple au niveau mécanique et donc beaucoup plus léger aussi. Et vous savez qu'en aviation, eh ben, la légèreté, c'est quand même un critère qu'il ne faut pas négliger. Donc, les moteurs de temps, eh bien, ça existe donc en aviation. Ce n'est pas non plus monnaie courante, mais ça existe surtout sur les ULM, hein, les ultra légers, motorisés. Alors, donc, comment est-ce que ça fonctionne, ce truc-là? On va voir. Donc, comment est-ce que ça se passe? Alors, vous voyez, au niveau, il y a quand même des petits changements hein, par rapport à tout à l'heure. On a ce qu'on appelle un canal de transfert. Ça va servir à quoi? Une pipe d'admission, c'est-à-dire que là, effectivement, on sent bien qu'il va y avoir admission de gaz frais. Et là, bah, échappement, voilà, bon, c'est un petit peu, on retrouve un peu des caractéristiques qu'on avait sur le moteur à 4 temps. Voilà, on retrouve donc une animation. On constate également que ce schéma-là est dans l'autre sens par rapport à celui-ci. Bon, il suffit de le savoir. Donc, vous voyez ici le canal de transfert qui est ici. D'ailleurs, on voit hop, le gaz qui passe de là à là. Donc, on a cette pipe d'admission qui est là. Ça, c'est la pipe d'échappement. Pipe d'admission. Hop, elle s'ouvre, le gaz arrive là, il repart ici, il est comprimé, explosion, et il repart ensuite par la pipe d'échappement. Globalement, le principe reste le même, mais bon, la mécanique est nettement plus simplifiée, puis le fonctionnement également est plus simplifié. Le cycle est donc 2 fois plus court. Alors, moteur à 2 temps, j'ai décrit un petit peu tout comment dire, les différentes étapes. En fait, donc bien sûr, il y a 2 étapes, hein, 2 temps. Le premier temps, c'est le piston monte vers le point le plus haut. Ici, il va monter. Donc, au-dessus du piston, qu'est-ce qu'il y a? Le mélange, il est comprimé. Et en dessous, il va y avoir création d'une dépression. Et cette dépression, elle va permettre d'ouvrir la pipe d'échappement qui va, le fait qu'il y ait une dépression, eh bien, il va y avoir une aspiration du mélange donc, air carburant. Et donc ce mélange-là va se retrouver ici. Et puis ensuite, il va repartir dans l'autre zone, à l'intermédiaire du canal de transfert. Alors, on a la même chose, une fois que c'est comprimé, boum, ça explose et ça repousse le piston vers le bas. Et donc dans ces conditions, s'il est repoussé vers le bas, ça va refermer la pipe d'admission et ça va permettre au gaz frais de passer par ce canal-là, on va le voir ici comme ça. Et donc, du coup, puisque le gaz frais arrive par là, il va repousser les gaz brûlés donc par la pipe d'échappement. Voilà. Les avantages et les inconvénients, forcément, il y en a. Alors, pour un cycle complet, eh bien, le travail fourni par le moteur de temps, eh bien, il est le double. Par contre, donc, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que la mécanique est bien plus simple. Donc, c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas négliger. Là, ici, eh bien, le cycle est complet, mais cette fois pour 2 tours de Villebrequin. Et la mécanique, comme on l'a vu, est un petit peu plus complexe. En flûte, là, je me suis planté. Donc là, ici, normalement, là, nécessité de préparer ou d'acheter du mélange huile essence, c'est par là. C'est donc
Ici, bah oui, parce qu'en fait, il faut pouvoir, lubrifier cet ensemble-là. Et là, vous voyez qu'ici, ben, on ne peut pas avoir un circuit de lubrification, puisque si on mettait, un circuit de lubrification, ben, cette huile, elle passerait, dans la chambre de combustion. Donc en fait, il faut préparer un mélange qui est formé donc d'essence et d'huile, mais d'une petite quantité d'huile, qui va permettre de lubrifier toutes les parties tournantes. Alors que là, on peut bien séparer les zones. Ici, c'est vraiment la partie qui est en haut, là, cette partie où il va se produire la combustion, la détente et tout ça, hein. Et puis cette partie, la partie tournante là, on va, pouvoir, donc lubrifier cet ensemble, hein, de telle sorte que les toutes les pièces en rotation, eh bien, soient bien lubrifiées et puis qu'on n'ait pas de problème particulier de serrage ou de perte par frottement. Il est également plus polluant. Alors, conclusion, le moteur de temps est plutôt réservé pour des applications qui nécessitent relativement peu de puissance. Le turboréacteur, il est formé de plusieurs composants dont on va décrire le fonctionnement. Alors, l'air arrive par l'avant, est ensuite comprimé par les différents étages du compresseur. Donc, elle est ensuite envoyée dans la chambre de combustion ici. Cet air mélangé avec le carburant, eh bien, est ensuite brûlé. Dans la chambre de combustion, donc, l'air brûlé a pour effet évidemment d'augmenter la température et donc d'augmenter la vitesse. Et donc, ces gaz sortent par la tuyère à très grande vitesse. Et donc, ceci fournit la poussée nécessaire à l'avion. Un petit détail malgré tout, c'est lorsque le flux d'air bien sort pour aller vers la tuyère, il fait tourner une turbine et cette turbine elle-même va faire tourner le compresseur. En fait, c'est un système qui va plus ou moins s'auto-alimenter. Voilà très rapidement comment fonctionne un turboréacteur. À vous d'approfondir un petit peu ce fonctionnement. Il y a des tas de vidéos, des tas de choses intéressantes sur le net qui vont vous apporter tous les éléments nécessaires. Voilà, petite animation qui vous permet de comprendre, enfin, ou tout du moins de vous donner une vague idée du fonctionnement. Le turbopropulseur. En définitive, le schéma est plus ou moins similaire, sauf que le fonctionnement est un petit peu différent. Pourquoi ça? Parce que l'air arrive par ici, va être comprimé par ces compresseurs et ensuite mélangé donc au carburant. Donc cet ensemble arrive dans la chambre de combustion, est brûlé, élévation de température, augmentation de la vitesse. Cette vitesse a pour but non pas de fournir la poussée, ce flux d'air, lui, va faire tourner cette turbine et c'est cette turbine-là qui va entraîner l'hélice. Alors justement, la plus grande proportion de la puissance est fournie par l'hélice plutôt que par la combustion donc du turbopropulseur. Voilà, c'est ce qui est noté ici, hein, donc la poussée finalement est relativement faible. Toute cette puissance, eh bien, elle est produite en définitive par l'hélice. Par contre, il y a évidemment un problème, hein, une limitation à ça, c'est les hélices, quand elles tournent, comme on en a vaguement parlé il y a quelques minutes de ça, eh bien, elles risquent de tourner à des vitesses qui sont supersoniques. Ça va entraîner du bruit et une perte de rendement significative. Donc il y a une limitation au niveau de la vitesse d'avancement de cet ensemble. Pour globalement, hein, si vous voulez faire un petit calcul, hein,
essayer de calculer la vitesse tangentielle donc d'un point situé à l'extrémité d'une pale de 1,90 m de diamètre. Si la fréquence de rotation est de 3000 tours minute, vous utilisez cette formule et vous allez vous retrouver avec une vitesse tangentielle qui n'est pas la vitesse résultante. Il faudrait encore rajouter la vitesse de l'avion. Et vous voyez que finalement, lorsqu'on va rajouter la vitesse de l'avion à ça, ce résultat, on sera certainement proche de la vitesse transsonique, autrement dit de la vitesse du son, avec tous les inconvénients que cela comporte. Voilà rapidement ces deux turbomachines qui ont été décrites. Quelle différence? Voilà, c'est ce qu'on vient plus ou moins d'expliquer, hein. La grosse différence, c'est que dans le turboréacteur, le maximum de puissance est fourni par l'éjection des gaz brûlés, alors que dans le turbopropulseur, la puissance maxi, elle est fournie par la mise en rotation d'une hélice. Deux autres types de turbomachines existent, le statoréacteur et le pulsoréacteur. Voilà. À vous de faire les recherches nécessaires pour pouvoir en savoir davantage sur ces deux types de moteurs. Parlons maintenant des carburants que l'on utilise. Tous les moteurs qui utilisent des turbines, comme les turboréacteurs, les turbopropulseurs, les carburants sont à base de kérosène. Et le carburant qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le Jet A1. Pour ce qui concerne les moteurs à piston, qui est aussi très, très répandu également, eh bien à ce moment-là, on va utiliser donc ce que l'on appelle du 100 LL. C'est un carburant qui est à peu près identique à l'essence automobile, mais avec un plus fort indice d'octane, qui contient du plomb, évidemment. Voilà, 100 LL, je pense en avoir parlé déjà en cours. LL, ça veut dire low leaded, c'est-à-dire avec une très faible quantité de plomb. Mais on peut aussi utiliser de l'essence sans plomb 98. Il y a d'ailleurs des types de moteurs qui fonctionnent très bien avec ce type d'essence et il est évident que le coût est nettement moindre par rapport au 100 LL. La densité moyenne de l'essence est de 0,7, ça veut dire que 1 litre d'essence pèse 700 grammes. Les moteurs de fusée, en fait, ils utilisent deux types de carburant, de l'ergol liquide et de l'ergol solide. Vous voyez un petit peu la configuration un peu d'un moteur de fusée. Voilà, avec le col de la tuyère, on voit ici, ça me fait penser à quelque chose qu'on a vu en mécanique de vol. Donc là, un venturi qui va évidemment augmenter la vitesse. Alors, vous lirez un petit peu ceci si vous voulez avoir plus d'informations. Là, moi, je passe un petit peu vite sur la vidéo. Les moteurs à ergol solide. Eh bien, en fait, dans un ergol, il va y avoir un comburant, le comburant classique, c'est l'oxygène, et puis, enfin, pour le liquide, et puis pour les carburants, ça sera donc de l'hydrogène. D'ailleurs, ici, vous voyez, ça c'est résumé ici, pour l'ergol liquide, le comburant, le carburant. En fait, il s'agit bien d'un mélange. Eh bien, vous allez vous retrouver avec de l'oxygène, et pas forcément que ça comme comburant, et comme carburant, de l'hydrogène. Et pour l'ergol solide, on peut avoir ces deux types qui sont utilisés. Et ben voilà, on a terminé et à bientôt.